Personne à Val-Fleury ne s'attendait à un miracle ce printemps-là. Certainement pas dans ce village usé jusqu'à la corde par une sécheresse qui n'en finissait plus, par des querelles de voisinage qui empoisonnaient l'air et par une lente mais inexorable décoloration de la foi. Les champs craquelés s'étendaient à perte de vue, la terre assoiffée semblait implorer un ciel obstinément muet. Les cœurs des habitants étaient devenus aussi arides que leurs terres. Mais tout bascula le matin où un gendarme à la retraite, un homme du nom de Jean Dubois, déterra dans le fond de son jardin quelque chose qui n'aurait jamais dû se trouver sous terre. Au début, il crut n'avoir heurté qu'un vulgaire ornement de jardin brisé, un de ces nains de plâtre que le temps avait émiettés. Mais alors que la terre humide et sombre glissait le long de sa pelle, un visage familier apparut, émergeant de l'oubli. Un visage sculpté avec une telle tendresse, une telle infinie tristesse, que les mains de Jean, calleuses et habituées aux gestes brusques, se figèrent en plein vol. C'était la Vierge Marie, ensevelie, intacte, comme si elle avait attendu ce moment précis. Et puis vint l'instant que personne, pas même les plus grands sceptiques du village, ne pourrait jamais expliquer. Une brise légère, chargée d'un parfum enivrant de roses fraîchement écloses, traversa le jardin. Un souffle doux et parfumé qui n'avait aucune raison d'être, car le ciel au-dessus était d'un gris de plomb, uniforme et sans promesse, et chaque rosier de Val-Fleury, sans exception, avait succombé à la sécheresse 2 saisons auparavant, leurs branches tordues et noires n'étant plus que de macabres squelettes. Plus tard, les gens se disputeraient pour savoir ce qui s'était réellement passé. Certains diraient que ce n'était qu'une coïncidence, une hallucination olfactive. D'autres chuchoteraient que c'était un avertissement, un présage. Mais ceux qui étaient là, au commencement de tout, ils savaient qu'une chose avait commencé ce jour-là. Une chose que le ciel avait mise en mouvement bien avant que Jean ne saisisse sa pelle. Ce qui suivit allait secouer le village tout entier et ramener à la vie des cœurs depuis longtemps ensevelis. Jean Dubois avait toujours été le genre d'homme en qui les gens avaient confiance. Pendant 30 ans, il avait porté l'uniforme de la gendarmerie de Val-Fleury, arpentant ses rues, séparant les bagarres, calmant les adolescents en difficulté et se tenant aux côtés des familles qui venaient d'entendre la pire nouvelle de leur vie. Il était stable. Il était solide. Mais sous cette carapace, quelque chose s'était brisé il y a bien longtemps. Tout avait commencé la nuit où il avait perdu sa femme, Monique, d'une crise cardiaque. C'était elle, la croyante, la femme qui égrenait son chapelet sur le perron chaque soir, qui glissait des images pieuses entre les pages de ses dossiers, qui allumait un cierge pour chaque gendarme blessé en service. Après sa mort, Jean avait rangé son chapelet dans un tiroir et fermé toutes les portes qui lui rappelaient Dieu. Pendant 20 ans, il évita l'église. Le père Antoine avait tenté plus d'une fois de le joindre, mais Jean donnait toujours la même réponse, avec un respect las, « Mon père, j'ai vu trop de mal pour croire encore au bien. » Et d'une certaine manière, tout le village ressentait la même chose. Val-Fleury n'était plus l'endroit paisible qu'il avait été. Des voisins qui partageaient autrefois les repas dominicaux se disputaient maintenant pour des clôtures et des droits de passage. De vieilles amitiés se fracturaient à cause de petites politiques locales. 2 familles ne s'adressaient plus la parole depuis des années à cause d'un litige foncier. Même la paroisse s'était clairsemée. Les bancs autrefois remplis de voix chantantes résonnaient maintenant de silence. Les gens disaient que c'était l'époque. Peut-être l'économie. Peut-être la sécheresse. Peut-être l'érosion lente de la communauté. Mais sous tout cela se cachait quelque chose de plus profond, une sorte d'épuisement spirituel que personne ne savait nommer. Jean le ressentait surtout lorsqu'il arpentait son jardin aux premières lueurs du jour. Après sa retraite, il pensait que la paix reviendrait enfin à lui, mais il ne ressentait qu'un vide dans sa poitrine, un creux que ni le café, ni les corvées, ni les longues journées à réparer des clôtures ne pouvaient combler. Sa maison de campagne était trop silencieuse, son cœur trop lourd. Puis vint le matin qui changea tout. Il avait décidé de réparer une vieille section de clôture derrière sa propriété. Rien de spécial, juste une tâche qu'il avait repoussée. Avec une pelle sur l'épaule et la terre encore humide de la pluie nocturne, Jean se dirigea vers le bord de son jardin, ne pensant à rien de plus qu'à des poteaux en bois et à des clous. Mais alors qu'il creusait le premier trou, sa pelle heurta quelque chose de solide, quelque chose qui ne sonnait ni comme de la roche ni comme une racine. Le choc produisit un claquement sourd, presque creux. Jean fronça les sourcils, se pencha, creusa plus profondément. La terre s'écarta, et alors il la vit. Une courbe lisse de pierre blanche, glacée par des années passées sous terre. Il la frôla de son pouce. La forme devint plus claire, un pli de robe, la courbe douce d'un visage.
Et soudain, sans avertissement, un souvenir l'inonda. Monique priant le « Je vous salue Marie » à voix basse, sa voix douce et constante. Jean déglutit difficilement, car ce qu'il venait de découvrir n'était pas seulement de la pierre. C'était le début de quelque chose que son village, avec toutes ses blessures, avait oublié comment espérer. Jean n'appela personne au début. Il resta là longtemps, agenouillé dans la terre humide, fixant le visage de Pierre qui semblait trop paisible, trop délibéré pour avoir fini enterré par accident. Les yeux sculptés étaient baissés, les mains délicatement jointes sur sa poitrine. Les plis de sa robe semblaient intacts, comme si le temps n'avait eu aucune prise. Et pourtant, elle avait été sous terre. Qui savait depuis combien de temps? Il se força finalement à se relever, époussetant la terre de son jean. Peut-être n'était-ce rien de plus qu'une vieille statue de dévotion que quelqu'un avait jetée il y a des décennies. Peut-être que la pluie et l'érosion l'avaient amené sur sa propriété. C'était l'explication rationnelle, celle à laquelle il se fiait le plus après une vie de travail policier. Mais les explications rationnelles ne viennent généralement pas avec une odeur de rose flottant dans l'air froid d'après l'orage. Il essaya d'ignorer cette partie, se concentra sur la finition de la clôture, se dit qu'il déterrerait la statue plus tard, qu'il l'apporterait peut-être au presbytère, qu'il demanderait peut-être aux voisins. Mais le destin avait d'autres plans, car alors qu'il retournait vers la maison, quelqu'un l'observait à travers le portail en grillage, sa voisine, Marie Mercier, une veuve connue pour arroser son jardin à des heures impossibles. « Jean » appela-t-elle. « Je vous ai vu agenouillé là-bas. Tout va bien ?» Il hésita, se demandant s'il devait lui dire, mais Marie était tenace. Elle s'approcha, plissant les yeux comme une femme qui en avait assez vu dans la vie pour savoir quand quelque chose d'inhabituel se produisait. « Qu'avez-vous trouvé ?» Jean expira lentement. « Une statue, dit-il, essayant de paraître désinvolte. On dirait la Vierge Marie. » Les sourcils de Marie se haussèrent. « La Vierge Marie, ici ?» Il hocha la tête. « Enterrée juste sous la clôture. » Marie ne répondit même pas. Elle poussa simplement le portail et traversa son jardin comme si c'était le sien. Quand elle atteignit l'endroit, elle s'agenouilla, le souffle coupé. « Oh, mon Dieu, Jean, ce n'est pas juste une statue. » Sa voix tremblait. Elle a l'air ancienne. Vraiment ancienne. Et ce fut le moment où tout s'emballa. Marie appela sa sœur. Sa sœur le raconta à quelqu'un de la paroisse. Quelqu'un de la paroisse le dit à la caissière de l'épicerie centrale. Et en moins de 2 heures, des gens passaient devant le jardin de Jean, prétendant chercher leur chien ou vérifier le temps. Les petits villages ont une façon de propager les nouvelles plus vite que les ondes radio. En fin d'après-midi, les gens ne prétendaient plus. Ils s'alignaient le long de sa clôture, chuchotant, montrant du doigt, tendant le cou. Certains avaient des téléphones, d'autres avaient amené leurs enfants. Quelques-uns avaient apporté des chapelets qu'ils n'avaient pas utilisés depuis des années. Jean se tenait sur son perron, dépassé. Il n'avait jamais été un homme qui aimait être le centre de l'attention, surtout pas pour quelque chose qu'il ne comprenait pas. « Monsieur Dubois !» cria un adolescent. « C'est vrai que vous avez trouvé Notre-Dame ?» Jean se frotta le front. « J'ai trouvé une statue. C'est tout ce que je sais. » Mais la foule n'entendit pas l'incertitude. Elle entendit la possibilité. Et dans un village affamé d'espoir, la possibilité suffit à déclencher un incendie. Ce soir-là, longtemps après que le dernier voisin fût enfin rentré chez lui, Jean ressortit. Le ciel était calme. La terre autour de la statue était encore humide, et pendant un instant, juste un instant, il jura avoir vu une douce lueur souligner la silhouette enterrée, comme si la lumière du jour déclinante refusait de la laisser tomber dans l'ombre. Ce n'était pas une preuve. Ce n'était pas logique. Mais cela fit battre son cœur d'une manière qu'il n'avait pas connue depuis des décennies. Quelque chose se déroulait à Val-Fleury, et cela ne faisait que commencer. Le lendemain matin, Val-Fleury n'était plus le même village dans lequel Jean s'était endormi. Les rues calmes, habituellement vides jusqu'après le petit déjeuner, bourdonnaient de conversations qui tournaient tout autour d'une seule chose, la statue. Au bistrot local sur la Grande Rue, 2 vieux agriculteurs se disputaient pour savoir si la Vierge Marie était apparue en signe ou en avertissement. À la poste, un groupe d'institutrices à la retraite chuchotait comme des écolières surprises en train de bavarder. Même la cantine du lycée éclata de théories, certaines respectueuses, d'autres ridicules.
Peut-être que ça veut dire que la sécheresse va enfin se terminer, dit un adolescent. Non, peut-être que ça veut dire la fin des temps, répondit un autre de façon dramatique. Mais quel que soit l'angle, ils parlaient tous du même endroit, le jardin de Jean Dubois. Pendant ce temps, Jean essayait de rester discret. Il sortit chercher le journal du matin, et le temps d'atteindre le bas de son perron, un homme d'âge moyen habitant 3 rues plus loin arriva en trottinant. « Monsieur Dubois » appela-t-il. « Ça vous dérange si je jette un coup d'œil rapide ?»« Juste un petit coup d'œil. » Jean se figea, le journal à moitié plié. « Un coup d'œil à quoi ?» L'homme sourit timidement. « Vous savez la statue ?» Jean soupira. « Pas maintenant. Je suis encore en train de comprendre ce que je dois faire. » L'homme hocha la tête respectueusement, mais 5 minutes plus tard, 2 autres voisins se présentèrent. Cette fois avec un thermos de café, au cas où Jean aurait besoin de compagnie. En fin de matinée, il réalisa qu'éviter l'attention était impossible. Valfleury avait faim de quelque chose, n'importe quoi qui le sortirait de la lourdeur qui s'était installée ces dernières années. Et maintenant, cette faim s'était accrochée à la possibilité d'un miracle. Une journaliste locale, Chloé Martin du Courrier du Valfleury, frappa à sa porte peu après midi. Amicale mais persistante, elle tenait un carnet dans une main et un petit appareil photo dans l'autre. « Monsieur Dubois, dit-elle, j'ai entendu dire que vous aviez trouvé quelque chose d'extraordinaire. Seriez-vous prêt à en parler ? » Non, répondit-il rapidement. Pas tant que je n'aurais pas compris ce que c'est. Mais les gens disent, je sais ce que les gens disent, coupa-t-il, sans méchanceté. Mais je ne suis pas prêt à ce que cela devienne un spectacle. Chloé l'étudia, puis hocha la tête, acceptant sa limite. Mais même elle ne pouvait cacher sa curiosité. Si vous changez d'avis, le village apprécierait d'y voir plus clair, même quelques mots. Quand elle partit, Jean retourna dans le jardin, enfin seul. La terre s'était légèrement tassée pendant la nuit, encadrant la statue comme un berceau naturel. Les yeux sculptés semblaient plus doux, les mains jointes presque accueillantes. Jean déglutit. Il se sentait observé, non pas de manière effrayante, mais d'une manière qui lui rappelait sa femme allumant un cierge pendant les orages quand il était encore en patrouille. Quelque chose dans la statue semblait insuffler la paix dans l'air, et cela, plus que tout, l'effrayait, car la paix était la seule chose qu'il n'avait pas ressentie depuis des décennies. Le deuxième après-midi, Jean réalisa qu'il ne pouvait pas gérer l'attention seul. Chaque heure amenait plus de visiteurs, des voisins curieux, des catholiques non pratiquants, de jeunes parents poussant des poussettes, même un homme qui prétendait avoir étudié la théologie en ligne et avait donc une expertise sur les statues de Marie enterrées. Jean avait besoin de conseils, de vrais conseils. Il appela donc la seule personne qu'il avait évitée pendant des années, le père Antoine. Le prêtre arriva peu après le coucher du soleil, sa vieille Citroën 2 CV crissant sur le gravier à côté de la maison de Jean. Maintenant septuagénaire, le père Antoine marchait en boitant légèrement, séquelle d'une vieille blessure au genou, mais son esprit était vif et ses yeux s'adoucissaient chaque fois qu'il parlait de la foi. « Jean, salua-t-il chaleureusement, j'entends dire que vous avez agité notre petit village tranquille. » Jean fit un geste vers le jardin. « Je n'ai rien agité. J'ai juste creusé un trou. » Le père Antoine gloussa. « Parfois, Dieu travaille avec des pelles ordinaires. » Ils marchèrent ensemble jusqu'à l'endroit. L'air du soir était frais et calme. Le prêtre s'agenouilla lentement, effleurant du bout des doigts le bord exposé de la statue. Son expression changea. D'abord la curiosité, puis la révérence. « C'est remarquable, murmura-t-il. La finesse du travail, la conservation elle a l'air intacte. » Elle était enterrée, répondit Jean. Ne devrait-elle pas être en plus mauvais état ? Si, dit doucement le père Antoine. Bien pire. Il examina la statue de près, notant les détails sculptés avec soin, l'inclinaison délicate de sa tête, le chapelet drapé à son poignet, le faible tracé d'étoiles le long de son manteau. Ce style, ajouta-t-il, ressemble aux statues faites pour les petites chapelles de mission à la fin des années 1800. Valfleury en avait une, bien avant que notre paroisse actuelle ne soit construite. Jean fronça les sourcils. Alors, elle pourrait venir de cette chapelle ? C'est possible, dit le prêtre. Il y a de vieilles histoires sur un glissement de terrain qui a détruit la mission. De nombreux objets ont été perdus. Peut-être que cette statue en faisait partie. Pendant qu'il parlait,
un parfum subtil emplit l'air, faible mais indubitable. Des roses, encore. Le père Antoine inspira brusquement. Sentez-vous cela? Jean hocha la tête à contre-cœur. Je l'ai senti 2 fois. Il n'y a pas un seul rosier à 1 kilomètre à la ronde. La voix du prêtre baissa. Jean, ces choses ne signifient pas toujours des miracles, mais elles appellent à l'attention, à la prière, au discernement. Il posa une main douce sur l'épaule de Jean. Pour l'instant, laissez-la où elle est. Je reviendrai demain avec une petite équipe de la paroisse pour aider à tout documenter correctement. Et Jean, oui, mon père? S'il vous plaît, ne fermez pas votre cœur à cela trop vite. Jean ne répondit pas. Il ne pouvait pas répondre. Il regarda simplement le prêtre partir, son esprit luttant entre la partie de lui-même façonnée par la logique et la partie façonnée il y a longtemps par les prières de sa femme. Derrière lui, la statue reposait paisiblement, intacte, indifférente au doute, attendant tranquillement ce qui allait se dérouler ensuite. Le père Antoine revint tôt le lendemain matin avec 2 bénévoles de la paroisse, Hélène Bernard, une infirmière scolaire à la retraite à la voix douce, et son petit-fils Léo, un adolescent silencieux de 14 ans qui parlait rarement à moins qu'on ne lui adresse la parole. Ils apportèrent des gants, des brosses, un petit appareil photo et un presse-papier pour la documentation. Jean les observa depuis son perron alors qu'ils approchaient de la statue avec la même solennité que les gens utilisent en entrant dans une chapelle. Il n'y avait pas encore de foule. Le village se réveillait encore. Les oiseaux chantaient dans les chênes. Une fine brume flottait sur l'herbe. Alors qu'Hélène s'agenouillait pour examiner le bord inférieur de la statue, une toux rauque et soudaine retentit derrière elle. Léo se tenait là, agrippant son inhalateur, sa respiration courte et irrégulière. Il est comme ça depuis ce matin, dit Hélène en s'excusant. Son asthme s'aggrave quand la brume s'installe. Jean s'approcha. Avez-vous besoin de le ramener à la maison? Nous devrons peut-être, soupira-t-elle. Il ne peut pas rester dehors longtemps comme ça. Mais Léo, têtu comme seuls les adolescents peuvent l'être, secoua la tête. Mamie, ça va. Je veux rester. Hélène hésita. Juste quelques minutes alors. Ils retournèrent à leur travail. Pendant un instant, tout fut silencieux, juste le bruit des brosses dégageant la terre. Puis Léo se raidit soudainement, laissant tomber son inhalateur dans l'herbe. Léo? Halta Hélène. Est-ce que ça va? Il ne répondit pas, car sa respiration s'était arrêtée. Non pas de manière dangereuse, mais de manière normale. Le sifflement avait disparu. L'oppression dans sa poitrine s'était évanouie. Il inspira à nouveau, doucement, pleinement, comme quelqu'un qui n'aurait jamais eu besoin de médicaments de sa vie. Les mains d'Hélène tremblaient. Léo, tu respires, il toucha sa poitrine, les yeux écarquillés. Ça ne fait pas mal, mamie. Ça ne fait plus mal du tout. La mâchoire de Jean se serra. Ce n'était pas possible. L'asthme ne disparaissait pas en un instant. Les médecins avaient dit à Hélène que ce serait une maladie à vie. Le père Antoine regardait en silence, les yeux brillants. Jean, murmura-t-il, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons ignorer. Hélène se mit à pleurer, prenant le visage de Léo entre ses mains. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Le garçon se tenait droit et calme, prenant de profondes inspirations comme s'il redécouvrait ses propres poumons. Puis il regarda la statue, toujours à moitié enterrée, toujours sereine, et chuchota, elle me regardait. Jean déglutit difficilement. Un frisson parcourut son échine. Il voulait le nier, l'attribuer à une coïncidence, à l'adrénaline, à une mauvaise interprétation, à tout ce qui correspondait au monde qu'il comprenait. Mais il ne pouvait nier ce qu'il venait de voir de ses propres yeux. Le parfum de rose flotta de nouveau dans le jardin, plus fort cette fois. Et avec lui vint la réalisation troublante que quoi qu'il se passe, ce n'était que le début. Le reste de la matinée, Jean se déplaça dans sa maison comme un homme pris entre 2 mondes. Le monde auquel il faisait confiance, construit sur la logique, l'épreuve et la procédure, et un nouveau monde qui s'insinuait dans sa vie avec le parfum des roses et le son d'un garçon respirant librement pour la première fois. Il essaya de se distraire avec des tâches ménagères. Il nettoya les comptoirs de la cuisine, balaya le perron, réorganisa même sa boîte à outils, tout pour calmer les pensées qui s'entrechoquaient dans son esprit. Mais quoi qu'il fasse, une image revenait sans cesse devant ses yeux, la poitrine de Léo se soulevant doucement, facilement,
après des années de lutte pour respirer. Finalement, il renonça à faire semblant. Il ressortit. Le jardin semblait différent maintenant. La statue, encore à moitié émergée du sol, semblait attirer la lumière du matin vers elle, adoucissant les ombres autour de son manteau. Et quand Jean s'approcha, une chaleur s'agita en lui, un sentiment qu'il n'avait pas connu depuis que sa femme était en vie. Monique aurait cru à ça sans une seconde d'hésitation, marmonna-t-il pour lui-même. Il se souvint de la façon dont elle priait pour lui, surtout pendant ces années difficiles dans la gendarmerie. Elle posait son chapelet sur sa table de chevet avant qu'il ne parte pour un service de nuit, chuchotant « Sainte Vierge, veillez sur lui ». Jean avait toujours balayé cela d'un revers de main, y voyant un réconfort sentimental. Mais maintenant il n'en était plus si sûr. Il s'agenouilla à côté de la statue, posant légèrement une main sur la pierre exposée. La surface fraîche le surprit. Il s'attendait à de la chaleur après des heures de soleil, mais elle était aussi froide qu'une pierre de rivière, calme, stable, insensible à la chaleur. Une quiétude s'installa en lui, du genre qui adoucit l'oppression dans la poitrine. « Que essayez-vous de me montrer » murmura-t-il. Il ne s'attendait pas à une réponse, mais il sentit quelque chose, une poussée intérieure, douce mais indubitable, comme quelqu'un l'exhortant à lâcher un chagrin qu'il portait depuis bien trop longtemps. Un petit bruit rompit le silence. C'était le portail. Marie Mercier se glissa à l'intérieur, tenant une assiette couverte de papier d'aluminium. « Je me suis dit que vous n'aviez peut-être pas mangé, dit-elle. Vous avez l'air d'avoir eu une sacrée journée. » Jean força un petit sourire. On peut dire ça. Le regard de Marie dériva vers la statue. Je n'arrêtais pas de penser à elle, dit-elle doucement. Jean, les gens du village commencent à se demander si cela ne vous est pas destiné. À moi ? Ricana Théil. Pourquoi moi ? Marie haussa doucement les épaules. Parce que parfois, Dieu choisit la personne la plus blessée pour porter le premier signe. Ces mots le touchèrent plus profondément qu'elle ne l'imaginait. Jean ne répondit pas. Il regarda juste la statue à nouveau, son visage paisible, sa posture stable, et quelque chose en lui céda un peu. Pour la première fois depuis des années, il ne fuyait pas la foi. Il faisait un pas vers elle. Le lendemain, Valfleury se réveilla avec une nouvelle vague de chuchotements. La rumeur s'était répandue que le père Antoine pensait que la statue pouvait avoir appartenu à une ancienne chapelle de mission, une dont la plupart des gens n'avaient entendu parler qu'en passant, comme une histoire d'enfance oubliée. Mais pour une habitante, ce n'était pas du tout oublié. Son nom était Jeanne Duval, la doyenne de la paroisse, 93 ans, l'esprit aussi vif que jamais, et la gardienne officieuse de l'histoire de Valfleury. Quand elle entendit la rumeur, elle insista pour que son petit-fils la conduise directement chez Jean. Jean ouvrit la porte et trouva la petite femme debout là, une canne dans une main et un album de photos relié en cuir pressé contre sa poitrine. Ses yeux, toujours brillants malgré son âge, l'étudiaient avec un mélange d'urgence et de tendresse. « Monsieur Dubois, dit-elle, j'entends dire que Notre-Dame est rentrée à la maison. » Jean cligna des yeux. « Madame, je ne sais pas pour ça, mais le père Antoine a dit que vous vous souviendriez peut-être de quelque chose. »« Je me souviens de tout, » répondit-elle en tapant sa canne avec détermination. « Maintenant, conduisez-moi à elle. » Ils l'escortèrent jusqu'au jardin, se déplaçant lentement, chaque pas mesuré. Quand elle atteignit la statue, Jeanne s'abaissa avec une force surprenante, s'agrippant au bras de Jean pour se soutenir. Puis elle toucha la pierre d'une main tremblante. « Oh, mon Dieu !» murmura-t-elle. C'est vraiment elle. Hélène et Léo, qui étaient revenus pour aider, observaient attentivement alors que Jeanne ouvrait son album. À l'intérieur se trouvaient des photographies jaunies, des cartes dessinées à la main, des coupures de journaux, toutes méticuleusement conservées. Ce village a été construit autour d'une petite chapelle de mission, expliqua-t-elle. Fondée en 1887 par des prêtres itinérants. Ce n'était pas grandiose, mais les gens l'aimaient, et ils aimaient cette statue. Elle montra une vieille photographie, un cliché en noir et blanc d'un jeune prêtre debout à côté d'une statue identique à celle dans le jardin de Jean. Elle nous protégeait, dit Jeanne. Les agriculteurs la priaient pendant les sécheresses. Les familles la priaient pendant les maladies. Quand la grippe espagnole est passée en 1918, beaucoup ont cru qu'elle avait sauvé la moitié du village. Jean se pencha plus près. Alors, que lui est-il arrivé? L'expression de Jeanne s'assombrit.
Il y a eu un glissement de terrain en 1935. De fortes pluies. Toute la colline s'est effondrée et a enseveli la mission. Certains ont essayé de récupérer la statue, mais le sol était instable. Ils ont supposé qu'elle était perdue à jamais. Léo chuchota, alors elle est restée sous terre pendant près de 90 ans. Jeanne hocha la tête. Et maintenant, elle a refait surface chez vous. Jean déglutit difficilement. Pourquoi ici? Pourquoi maintenant? Jeanne referma doucement l'album, sa voix s'adoucissant. Parce que Valfleury a oublié qui il était autrefois, et parce que le ciel envoie des rappels quand nous en avons le plus besoin. Pendant qu'elle parlait, une brise chaude traversa le jardin, douce, sucrée, au parfum indubitable de rose. Même Jeanne le remarqua, ses yeux se remplissant de larmes. Elle nous rappelle à elle, murmura la vieille femme. Elle nous rappelle tous. Dans les jours qui suivirent, la statue resta à moitié enfouie dans la terre. Pourtant, l'air autour d'elle semblait de plus en plus vivant, chargé d'une présence que personne ne pouvait tout à fait expliquer. Et à mesure que de plus en plus de gens visitaient le jardin de Jean, quelque chose de remarquable commença à se produire. Cela commença subtilement, de petits changements, de doux glissements chez des gens qui étaient devenus lasses, en colère ou divisés. Un matin, un couple de la rue des Tilleuls, un duo connu dans le village pour se disputer si fort que leur querelle était pratiquement des événements publics, entra dans le jardin, les mâchoires serrées et les bras croisés. Ils ne parlèrent à personne. Ils s'approchèrent simplement de la statue avec une lourdeur qui semblait vieille de plusieurs décennies. 5 minutes plus tard, ils repartirent en se tenant la main. Hélène, qui avait été témoin du moment, ne put que murmurer « Je ne les ai jamais vus se tenir si près l'un de l'autre sans crier ». Puis vint l'histoire de Stéphane Leroy, un éleveur dont l'entreprise périclitait. Il s'arrêta sur un coup de tête, s'agenouillant maladroitement dans la terre, ne sachant pas comment prier après tant d'années loin de l'église. Ce soir-là, il reçut un appel d'un vieil ami lui proposant un partenariat qui sauverait son exploitation. Stéphane dit à tout le monde que c'était juste un bon timing, mais les larmes dans ses yeux trahissaient quelque chose de plus profond. Pendant ce temps, les foules grandissaient. Des gens qui n'avaient pas prié depuis leur enfance se surprenaient à murmurer des « Je vous salue Marie ». Des adolescents qui levaient habituellement les yeux au ciel devant tout ce qui était religieux s'attardaient tranquillement dans le jardin. Même les sceptiques, les agnostiques locaux, quelques vieux durs à cuire, admettaient qu'une paix flottait dans l'air. Mais tout le monde n'accueillit pas le changement avec bienveillance. Quelques habitants grommelaient que tout cela n'était que superstition, que les gens exagéraient, que de petites coïncidences étaient prises pour des miracles. Un homme insista même pour dire que la statue était un piège à touristes en devenir. Jean essaya d'ignorer la négativité, mais le scepticisme ne lui était pas étranger. Il avait vécu dans cet état d'esprit pendant des années. Ses doutes faisaient écho aux mêmes arguments qu'il opposait à sa femme chaque fois qu'elle essayait de le ramener à la foi. Pourtant, quelque chose l'attirait vers la statue chaque fois qu'il essayait de résister. Et puis le signe le plus inattendu se produisit. Une femme nommée Sandrine Rodriguez, qui était brouillée avec sa sœur depuis près de 15 ans, vint prier devant la statue. Personne ne connaissait toute l'histoire de leur conflit, seulement qu'il était douloureux et profond. Mais alors que Sandrine s'agenouillait, des larmes coulant sur ses joues, son téléphone vibra. C'était sa sœur. Un message. 2 mots, je suis désolé. Sandrine s'effondra en sanglots, serrant son chapelet. Quand Jean fut témoin de sa réaction, quelque chose en lui bascula, se tendant et se relâchant tout à la fois. Une étrange douleur se forma dans sa poitrine. Quelque chose comme de la gratitude. Quelque chose comme un désir ardent. Ce n'était pas des coïncidences. Ce n'était pas aléatoire. Un motif se dessinait. Doux, constant, indéniable. Valfleury était en train de changer. Et quelle que soit la force qui était derrière tout ça, elle n'avait pas encore fini. Cela se produisit un dimanche après-midi, un jour qui commença tranquillement avec de douces brises flottant sur Valfleury et la lumière du soleil scintillant à travers les feuilles de chêne au-dessus du jardin de Jean. Le père Antoine avait suggéré un simple rassemblement, rien d'officiel, rien de public. Juste quelques prières, avait-il dit, pour être guidé, pour y voir plus clair. Mais les nouvelles voyagent vite dans un petit village. À 3 heures de l'après-midi, près de 60 personnes remplissaient le jardin. Certains se tenaient le long de la clôture, d'autres étaient agenouillés dans l'herbe. Des parents tenaient des enfants sur leurs hanches.
des paroissiens âgés s'appuyaient sur des cannes, et tous les yeux étaient fixés sur la statue à moitié enterrée qui avait déclenché l'avalanche de changements. Jean resta en retrait, les mains dans les poches, ne sachant même pas ce qu'il ressentait à être là. La prière lui semblait encore étrangère, comme une langue qu'il avait connue autrefois mais n'avait pas parlé depuis des décennies. Il regarda le père Antoine commencer le chapelet, sa voix stable, chaude, familière. « Je vous salue Marie, pleine de grâce », la foule répondit doucement, certains avec une dévotion polie, d'autres avec des lèvres hésitantes, certains simplement en écoutant. Alors que la troisième dizaine commençait, le vent changea, doux au début, presque timide. Une brise murmurante encercla le jardin, effleurant le sommet de l'herbe comme des doigts invisibles. Quelques personnes levèrent les yeux. L'air semblait étrangement parfumé, doux, chaud, délicat. Puis quelqu'un haleta. Un petit pétale descendit du ciel. Rose pâle, touché par la lumière du soleil. Il atterrit sur l'épaule d'une petite fille. Elle le ramassa, confuse. « Maman, c'est une rose ?» Sa mère la regarda fixement. Il n'y a pas de rose à cette période de l'année. Puis un autre pétale flotta vers le bas, et un autre, et encore un autre. Rose tendre, blanc doux, rouge pâle, tombant comme des flocons de neige faits de lumière. La brise les transportait en l'encercle, tourbillonnant doucement vers la statue. Les enfants tendaient les mains, émerveillés. Les adultes levaient le visage, la bouche entr'ouverte d'incrédulité. Jean s'avança inconsciemment. Un pétale de rose atterrit sur son avant-bras, chaud, incroyablement parfumé, frais comme s'il venait d'être cueilli. Mais il n'y avait pas de rosier, pas de jardin à proximité, pas d'arrangements floraux nulle part en vue. Un vieil homme murmura, « Sainte Vierge », une femme se mit à pleurer. Quelqu'un tomba à genoux. Et Jean qui avait enterré sa foi au même endroit profond où il avait enterré son chagrin, sentit quelque chose en lui se briser, non pas douloureusement, mais plutôt comme une porte verrouillée qui se fissure enfin, laissant entrer le premier rayon de lumière. Il regarda la statue, les pétales rassemblés à ses pieds comme attirés par une force invisible. Ses yeux sculptés restaient baissés, sereins, doux, stables. Le vent se calma, les pétales se posèrent, le silence tomba. Puis le père Antoine parla, la voix tremblante, « Mes amis, le ciel nous parle, et elle nous rappelle à la maison. » Jean déglutit difficilement. Il n'était pas prêt à le dire à voix haute, mais pour la première fois en 20 ans, il croyait. Si la pluie de rose fut le moment qui remua Val-Fleury, ce qui se passa 3 jours plus tard fut le moment qui le fit éclater. Cela commença tranquillement, comme la plupart des miracles. Jean était assis sur son perron, sirotant une tasse de café tiède, essayant de digérer tout ce qui s'était passé. Les pétales de rose étaient toujours éparpillés autour de la statue, préservés comme de délicats rappels que l'impossible avait touché la terre derrière sa maison. Il était perdu dans ses pensées quand le portail grinça. Un homme entra, les épaules larges, la soixantaine, avec une barbe de 3 jours grisonnante et un froncement de sourcils profond gravé en permanence sur son visage. Il s'appelait Pierre Lefebvre. Et pendant plus d'une décennie, il avait détesté Jean Dubois. Pas légèrement, pas passivement, mais ouvertement. L'amertume remontait à une vieille affaire de gendarmerie, où Pierre croyait que Jean avait mal géré l'enquête sur la mort de son neveu. Les preuves n'avaient jamais étayé les accusations de Pierre. Mais le chagrin peut être aveuglant, et le chagrin de Pierre s'était transformé en une rancune permanente. Ils ne s'étaient pas parlé depuis 12 ans. Ils ne s'étaient pas tenus à moins de 3 mètres l'un de l'autre depuis près de 10 ans. Pourtant, Pierre était là, entrant dans le jardin de Jean sans prévenir. Jean se leva lentement, les muscles tendus. « Pierre, dit-il prudemment. Qu'est-ce qui t'amène » Pierre ne le laissa pas finir. Il regarda par-dessus l'épaule de Jean, droit vers la statue. « Elle voulait que je vienne, dit-il d'une voix rauque. Jean fronça les sourcils. « Qui » Pierre pointa du doigt d'une main tremblante. « Elle. » Avant que Jean ne puisse répondre, Pierre s'approcha de la statue. Ses pas étaient inégaux, incertains, comme un homme approchant de quelque chose qu'il craignait et dont il dépendait en même temps. « Je ne sais pas ce qui se passe, » murmura Pierre, s'agenouillant sur de vieux genoux raides. « Mais depuis des jours, je ressens cette pression sur ma poitrine. Pas une douleur. Plutôt comme si quelqu'un me disait que je dois arrêter de garder la haine dans mon cœur. » Jean se figea. Pierre continua, la voix brisée.
Je suis venu ici pour te dire quelque chose que j'aurais dû dire il y a des années. Il déglutit. J'avais tort. Sur l'affaire, sur le fait de t'en vouloir, sur le fait de laisser la colère tout gâcher. Ses épaules tremblaient. Je suis désolé, Jean. Je suis tellement, tellement désolé. Le monde sembla s'arrêter pendant un long moment. Aucun des deux hommes ne bougea. Même le vent n'osa interrompre. La gorge de Jean se serra. Il avait imaginé ce moment un millier de fois, mais jamais comme ça. Jamais avec une telle sincérité, jamais avec une statue de la Vierge Marie observant silencieusement depuis le doux berceau de la terre. Je te pardonne, dit finalement Jean, le mot le surprenant lui-même. J'ai porté ce poids, moi aussi, depuis trop longtemps. Pierre inclina la tête, et quelque chose d'inexplicable sembla se dissiper dans l'air autour d'eux, comme une tension qui se brise, un nœud qui se dénoue, une vieille blessure enfin autorisée à respirer. Alors que les deux hommes se tenaient côte à côte, une soudaine brise chaude balaya le jardin, dispersant les vieux pétales de rose dans un tourbillon à leurs pieds. C'était comme une bénédiction, une confirmation, un doux murmure que le ciel avait attendu ce moment. Et Jean le sentit au plus profond de son âme. Le pardon était le vrai miracle. Cette nuit-là, longtemps après que Pierre fut rentré chez lui, plus léger, plus libre, presque méconnaissable, Jean resta dehors. La lumière du porche jetait une lueur chaude sur le jardin, mais il la remarquait à peine. Ses yeux restaient fixés sur la statue, toujours partiellement bercée dans la terre comme un trésor que Dieu avait décidé de rendre au moment exact où il était nécessaire. Il se sentait agité, pas anxieux, juste troublé d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis le décès de Monique. Il marcha lentement vers la statue, chaque pas semblant plus lourd que le précédent, comme si le sol lui-même le pressait d'avancer. Quand il l'atteignit, le silence s'approfondit, non pas vide, mais sacré, comme le calme qui remplit une chapelle avant le début de la messe. Il s'accroupit, balayant quelques pétales de rose encore accrochés à la terre. « Vous avez changé tout mon village, » murmura-t-il. « Le moins que vous puissiez faire, c'est de me dire ce que vous attendez de moi. » Il essaya de rire de lui-même, mais sa voix tremblait trop. Il s'assit sur l'herbe, fixant la douce inclinaison de son visage de pierre. Les souvenirs de Monique l'inondèrent. Ses prières, sa foi, sa croyance inébranlable que la Vierge Marie veillait sur leur maison. Il se souvint comment elle s'agenouillait au pied de leur lit chaque soir, chuchotant des intentions pour lui, pour les gendarmes de service, pour les familles en deuil dans leur communauté. Il se souvint de ces derniers mots, « Promets-moi que tu ne fermeras pas ton cœur pour toujours. » Il avait rompu cette promesse. La prise de conscience le frappa si fort que son souffle se coupa. Il n'était pas en colère contre Dieu. Il avait peur d'avoir à nouveau besoin de lui. Ses mains se mirent à trembler. Il les joignit sans réfléchir. Un vieil instinct, qu'il n'avait pas suivi depuis 20 ans. « J'ai fui », admit-il doucement. « Fui de vous, fui de la prière, fui de tout ce qui me rappelait sa perte. » Le vent changea, chaud, constant, transportant le plus léger parfum de rose. Jean ferma les yeux. « Je ne sais pas quoi faire, » murmura-t-il. « Mais je suis fatigué de me battre. » Les mots quittèrent ses lèvres, fragiles et incertains, mais ils sonnaient juste. Vrai, honnête. Une chaleur soudaine toucha sa joue. Pas de la chaleur, pas du vent. Quelque chose de plus doux, comme la caresse d'une larme qu'il n'attendait pas. Il ouvrit les yeux. Une seule gouttelette était suspendue au menton de la statue. Elle captait la lumière du porche, scintillant faiblement, comme la rosée du matin. Mais l'air de la nuit était sec. Il n'y avait pas eu de pluie, et la pierre autour brillait comme si la larme venait de tomber. Le souffle de Jean se brisa. Pour la première fois depuis des décennies, il tomba à genoux. Non pas parce qu'il le choisit, mais parce que quelque chose en lui capitula enfin. Il joignit les mains et baissa la tête, les larmes coulant librement sur son visage. « Sainte Vierge, » murmura-t-il, la voix brisée, « aidez-moi à retrouver mon chemin. » Et dans l'immobilité de ce jardin, entouré de pétales de rose et de clairs de lune, Jean le sentit. Une paix plus profonde que tout ce qu'il avait connu depuis la perte de Monique. Une paix qui lui disait qu'il n'était pas seul, et qu'il ne l'avait jamais été. Dans les jours qui suivirent la nuit de reddition de Jean, Valfleury commença à changer d'une manière que personne ne pouvait nier. Ce qui avait commencé comme de la curiosité était devenu quelque chose de plus profond, un renouveau silencieux, une foi ravivée, un adoucissement des cœurs qui s'étaient refroidis par des années de division.
Chaque matin, de petits groupes se rassemblaient dans le jardin de Jean pour prier, non pas parce que quelqu'un l'exigeait, non pas pour le spectacle, mais parce que quelque chose les attirait, quelque chose de doux, de maternel, d'indubitablement sain. De vieilles rancunes se dissolvaient. Des voisins qui ne s'étaient pas parlé depuis des années s'apportaient du café. Le couple qui se disputait autrefois en public commença à assister de nouveau à la messe, et les enfants qui se trémoussaient habituellement pendant les offices s'asseyaient tranquillement près de la statue, traçant les plis de sa robe avec de petits doigts, chuchotant leurs intentions avec une innocence sincère. Le père Antoine décida qu'il était temps. Nous devons lui donner un foyer digne, annonça-t-il un après-midi. Un endroit où tout le village peut venir sans encombrer le jardin de Jean. Alors, avec soin et révérence, des volontaires soulevèrent doucement la statue de la terre, sa surface toujours incroyablement préservée, et la transportèrent en une petite procession à travers Valfleury. Les gens sortaient de leur maison à son passage, certains se joignant à la procession, d'autres s'agenouillant sur leur pelouse, les larmes coulant sur leur visage. Dans les jardins de la paroisse, ils la placèrent dans un jardin abrité sous le vieux platane. Au moment où elle toucha le piédestal, le parfum de rose flotta de nouveau dans l'air, doux, indubitable, comme la signature du ciel. Le père Antoine bénit la statue et lui donna son titre, Notre-Dame de Valfleury. Elle est revenue quand nous avions le plus besoin d'elle. Jean se tenait au bord de la foule, les mains dans les poches, regardant les familles s'embrasser et des étrangers prier ensemble comme s'ils s'étaient toujours connus. Pour la première fois depuis le décès de Monique, il ne se sentait pas seul. Alors que le soleil plongeait derrière les collines, Marie s'approcha de lui. « Vous savez, dit-elle doucement, rien de tout cela ne serait arrivé si vous n'aviez pas pris cette pelle. » Jean sourit, un vrai sourire, libéré de tout fardeau. « Je pense que quelqu'un d'autre l'a prise pour moi. » Elle hocha la tête. « Alors, que ferez-vous maintenant ?» Jean regarda vers la statue, son regard serein reflétant la lumière dorée du crépuscule. « Je vais commencer par tenir la promesse que j'ai faite à ma femme, dit-il tranquillement. Et en laissant Dieu revenir. » Et tandis que les cloches de l'église sonnaient à travers Valfleury, claire, chaude et pleine d'espoir, le village sut que son histoire avait changé pour toujours. Si cette histoire a touché votre cœur, nous vous invitons à nous aider à la partager avec d'autres âmes qui pourraient avoir besoin d'un rappel de la proximité du ciel. S'il vous plaît, aimez cette vidéo. Et si vous souhaitez d'autres histoires de foi, de miracles et de moments de grâce comme celle-ci, abonnez-vous à Touché par la grâce. Votre soutien nous aide à apporter l'espoir aux personnes qui se sentent perdues, la guérison à ceux qui portent des fardeaux silencieux et la lumière aux endroits où la foi s'est affaiblie. Et si vous avez déjà vécu un moment où Dieu ou Notre-Dame vous a semblé plus proche que prévu, nous serions honorés que vous le partagiez dans les commentaires ci-dessous. Vous ne savez jamais qui votre histoire pourrait inspirer. Merci d'être ici et que Notre-Dame veille sur vous et votre famille, aujourd'hui et toujours.